Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi 19h 21h, 18h 20h GMT. Tif Foin Minkeng, Tif Fiancé Ale, Tif Foin Jinjon et Tif Foin Wensuo sont les 4 autres chefs traditionnels qui viennent s'ajouter à la longue liste d'autorités traditionnelles déjà tombées dans le cadre de la crise qui sévit dans les 2 régions anglophones du Cameroun. Enlevés à leur domicile, ils seront exécutés sur la place du marché dans la localité d'Esso-Ata, dans le Lébialem, région du Sud-Ouest, samedi 13 février. Souvenez-vous, le 19 août 2020, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, demandait aux chefs traditionnels du Nord-Ouest et du Sud-Ouest de regagner leur chefferie qu'ils avaient abandonné depuis 2 voire 3 ans du fait des crimes perpétrés sur des innocents. S'adressant aux chefs traditionnels, le ministre de l'administration territoriale répétait ceci, je cite, « Nous avons fait une évaluation sécuritaire de la situation. Elle n'est pas ce qu'elle était il y a 3 ou 2 ans. Elle se normalise petit à petit. Le calme revient progressivement en dépit des exactions des terroristes. Il y a des chefs traditionnels qui sont restés sur place et qui ont bravé les menaces des terroristes. » Fin de citation. Depuis cette sortie du ministre de l'administration territoriale, 6 chefs traditionnels ont été assassinés, principalement dans la région du Sud-Ouest. Madame, Messieurs, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufelé. Tout de suite après le débrief du journal. Et tout de suite, le fait du jour. Chefs traditionnels du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, question sur leur sécurité, Madame, Monsieur. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Joseph René Boutouzé. Bonsoir Joseph. Oui, bonsoir Serge Alain, bonsoir. Bienvenue. Merci, bonsoir à tous ceux qui nous suivent à cet instant. Bonsoir à toute la jeunesse camerounaise qui vient d'être célébrée il y a quelques jours. Et bonsoir au couple présidentiel. Merci. Bonsoir Manuel Kougné. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à M. Boutouzé et mon compagnie que vous allez présenter tout à l'heure. Bonsoir également à tous ceux qui nous regardent. Je commencerai mon propos par dire également un bonsoir parce que nous avons été à Yaoundé en début de semaine et j'ai eu le plaisir de visiter la prison de Mfou où j'ai trouvé Madame Assoumou Thérèse, dit Maman Pilon, qui est emprisonnée là, qui est une dame qui vit à Saint-Milima et qui nous a fait part de ce que son premier fils, qui était en première AC, a été chassé du lycée de Saint-Milima. Son deuxième fils, qui était au collège des Collines à Saint-Milima, a été chassé. Les deux ne fréquentent plus, ils sont à Yaoundé. Et pourquoi ? Parce que leur maman fait la politique, parce que leur maman est dans le RDPC, ils ont été chassés et ils se retrouvent à Yaoundé. Ça, c'est un fait clair et net. Je tiens cela, n'est-ce pas, de l'intéresser. Et puis, je dis également bonsoir à M. Webassi Pierre, qui est aussi parmi les otages qui sont à la prison de Mfou, puisque j'y étais, et M. Laboufeuseux, à tout ce monde-là. Bonsoir également à M. Le professeur Fouguet, que j'ai rencontré au tribunal et avec qui j'ai eu un entretien de plus de 25 minutes et que j'ai trouvé très déterminé, plus déterminé qu'avant. Et puis j'ai été très content de voir que lui-même disait que ce que les magistrats faisaient, c'était du théâtre parce que quand le preneur d'otages va décider de libérer les otages, ils seront libérés, mais avant coup, ils ne pourront rien. Tout cela, c'était, n'est-ce pas, pour le perdre du temps. Donc j'ai trouvé tout ce beau monde-là en prison, mais pas complètement bousillés. Ils sont sereins, ils pensent que c'est une étape normale. Quand on est dans une dictature, il faut s'attendre à tout ça. Donc, j'avoue que je tenais à les saluer ce soir et à leur demander, n'est-ce pas, à demander à tous ces mondes-là de tenir bon. Mamadou Mota est sorti, il est sorti plus déterminé qu'avant. Je crois qu'également, il doit pouvoir faire un effort pour pouvoir résister parce que c'est par là que va passer, n'est-ce pas, la libération du Cameroun. Merci. Bonsoir Camille. Serge Alain, bonsoir. Bonsoir M. Kougny.
Bonsoir M. Mboutouzé, bonsoir téléspectateurs d'Equinox Télévision. C'est un plaisir de venir animer Equinox Soir chaque fois que vous donnez la peine de m'inviter. Et de plus en plus, je constate que vous prenez un malin plaisir à m'inviter le même jour que M. Kougné. Moi, j'ai pas fait le constat. Qui est par ailleurs un très grand ami. Voilà. Je reste avec vous, Camille Nélé. Je l'ai dit dans mon propos introductif. Le ministre de l'administration territoriale a réuni les chefs le 19 août 2020 pour leur demander de rentrer. Vous savez ce qui se préparait, les régionales et tout. Ils sont rentrés, mais depuis lors, on a 6 chefs. Est-ce que, pourtant, il avait donné toutes les assurances qu'ils pouvaient rentrer. Il parlait d'une évaluation sécuritaire de la situation, que ça se normalisait petit à petit. Le calme revient progressivement en dépit des exactions des terroristes. Ils ont eu confiance en ces propos, ils sont rentrés, mais comment comprendre que les chefs continuent de tomber, surtout dans le sud-ouest, Camille Nélé. Ça fait 6 déjà. Votre question est très très importante. Votre question est très importante, c'est en là autour. Mais je ne voudrais pas qu'à travers cette question, on donne l'impression de culpabiliser le ministre de l'administration territoriale qui a demandé... On veut comprendre. Non, c'est pour ça que je suis en train de dire qu'il ne faudrait pas que les gens fassent une lecture biaisée de votre question. C'est-à-dire parce que le ministre leur a demandé rentrer. Maintenant, ils sont rentrés en leur disant que la situation est en train de se normaliser. Malheureusement, ils sont tous en train d'être tués. Mais il ne faudrait pas rendre le ministre responsable de la mort de ces chefs qui sont en train d'être pratiquement décimés. Il faudrait plutôt comprendre la situation qui se passe dans cette région. Et cette situation-là, il faut que les gens comprennent que le Cameroun fait face à des bandes criminelles armées. Ce ne sont plus ce qu'on appelle des séparatistes, ce ne sont plus ce qu'on appelle des ambazoniens, ce sont des bandes criminelles qui tuent pour tuer. On ne pouvait pas dire, Serge Alain, que ces gens sont arrivés dans ce village en pleine nuit, ont sorti les chefs de leur domicile, les ont traînés dehors, ont ameuté les populations et les ont exécutés exactement comme on le faisait au Mali, comme le faisaient les intégristes du Mali, exactement comme on le faisait en Centrafrique. C'est-à-dire que nous sommes face à des individus qui tuent pour tuer. Parce qu'au moment de tuer ces chefs, ils n'ont même pas déroulé un message. Ils n'ont pas donné un message pouvant faire comprendre à ces populations que nous le faisons parce qu'ils ont tué pour tuer. Et ça, moi, je pense que la réprobation nationale devrait être unanime et devrait être totale. Il ne faudrait pas que les gens fassent parfois cette sorte d'indignation sélective, comme j'ai vu ce matin, des hommes politiques même s'indigner, hurler comme des orfraies en disant que oui, voilà, il y a un civil qui a été torturé par des militaires. La torture, c'est-à-dire que ce civil a été rudoyé par des éléments inconscients de notre armée, mais qui ne constituent pas notre armée, mais seulement ce qui s'est passé. Vous avez vu, je suppose, Serge Alain, que vous avez vu les photos de ce chef. Il y en a un à qui on a tiré une balle derrière la tête et la balle en sortant, il a arraché tout le maxillaire gauche. Vous avez vu l'autre, le deuxième, on lui a tiré dans le dos. Il avait un trou dans la poitrine comme une tasse de café. Il fallait voir l'autre à qui on a tiré aussi une balle dans la tête. Ça veut dire que c'était des exécutions barbares. Et ce genre de barbarie, il n'y a aucune autre façon de les qualifier. C'est de la barbarie. Et moi, je pense que nous, plus que jamais, le Cameroun, les Camerounais et même la communauté internationale devraient comprendre que nous sommes face à des bandes d'assassins. Des assassins sanguinaires qui tuent pour tuer. Parce que sinon, comment peut-il expliquer qu'ils tuent les chefs? Ils vont tuer les chefs. J'ai entendu quelqu'un, j'ai lu quelqu'un dans les réseaux sociaux qui a dit que oui, ils sont en train de lui montrer que les chefs ne doivent pas rentrer ou les chefs ne doivent pas collaborer avec le RDPC. Quand vous êtes chef de votre village, quel est l'individu qui vous empêche d'être le chef de votre village et de rassembler les populations et de leur dire que vraiment, rentrez, revenons ici? Ça, c'est le devoir du chef, c'est le travail du chef. Et moi, je pense que ce chef-là, ces chefs qui sont rentrés, qui avaient déjà laissé des villages complètement dépeuplés, mais ils devaient être les premiers à dire aux gens que moi, je revenais donc. Il y en a même un parmi ces chefs qui est un enseignant. Son crime, c'est certainement d'être chef et d'être enseignant en même temps. Et demander aux enfants d'aller à l'école. Moi, je pense que la situation d'aujourd'hui est d'une gravité telle que je ne sais pas par quel sophisme on pourrait nous faire croire que non, il faut ci, il faut ça. Non, nous avons affaire à des bandes criminelles et des bandes criminelles sans scrupules, sans aucun sentiment, qui ont perdu toute humanité. Ok. Je reste côté droit, Manuel Kougné. Pourquoi, selon vous, les chefs continuent d'être pris pour cible? Moi, je crois que rien ne peut expliquer une telle barbarie.
rien ne peut l'expliquer. Et je pense que ceux qui posent ces actes doivent être punis. Ils doivent être identifiés parce que la question que je me pose, c'est que oui, vous avez tué les chefs, mais est-ce que vous pensez sincèrement qu'après avoir tué les chefs, les populations peuvent être avec vous? Ça, c'est la question. Mais je dis aussi que nous sommes dans une énigme. Dans une énigme terrible. J'ai toujours dit que nous sommes face à des extrémismes, c'est-à-dire que nous sommes pris dans l'étau. Le peuple est pris dans l'étau. D'un pouvoir complètement autiste et de l'autre côté, comment dirais-je, d'une rébellion folle. Parce que ceux qui souffrent au milieu, c'est qui? C'est la population. J'ai entendu M. Nel dire qu'il y a quelques éléments égarés de nos forces de l'ordre qui ont torturé une personne, un individu. Mais même ça, c'est inadmissible. On ne peut pas accepter ça. Qu'on se mette à torturer une personne de cette manière, de manière grossière, en parlant une langue, la langue que nous tous nous connaissons. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas tolérer ça non plus. Et si les fautes ne sont pas égales, tout cela, c'est des fautes qu'il faut punir. Il faut punir sévèrement. Il faudrait punir sévèrement. Parce qu'on ne peut pas vivre. Nous sommes en train de créer un état anthropophage, où les plus forts mangent les plus faibles. Et où nous arrivons à une situation où l'armée ne pourra plus attaquer peut-être les ambassadeurs ne pourront plus attaquer l'armée, c'est la population qui sera plus dans les taux. Et les gens vont décider de ça. Moi, je crois que ceux qui nous gouvernent sont incapables de résoudre ce problème. Parce que quand il y a un problème dans un pays où vous avez la charge, vous regardez la problématique, vous avez la solution, vous devez trouver des stratégies pour atteindre la solution contre la problématique. Tout ce qu'on nous raconte, les DDR, le multiculturalisme, ils sont hors sujet. Nous avons dit ça depuis le premier jour. On ne tue pas une idée dans la tête des gens avec les armes, on tue une idée avec des idées. On a dit qu'on doit parler de cette affaire. Mais on sélectionne quelques personnes, on est en train de faire un grand dialogue. Après le grand dialogue, on va trouver la solution, etc. Mais c'est la preuve par neuf que nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Nous pouvons qualifier tous ces gens-là de tous les mots. Moi, je sais que ce sont des criminels. Et que si on pouvait les attraper, ils doivent être traités de la même manière que tous. Pour moi, tous ceux qui ont tué de quelque côté que ce soit des militaires, que ce soit des ambassadeurs, ils doivent être éradiqués de notre société. On va vivre avec les sauvages. Parce que ce qui se passe, c'est de la sauvagerie. Et je ne peux pas comprendre. Donc, pour moi, je ne tolère rien du tout. Rien du tout quand les gens font... Quand j'ai regardé cette torture, c'était M. Nellet, c'était inadmissible. J'ai vu ce monsieur en train de parler, quelqu'un qui sort par derrière, qui lui donne une gifle sur la tête, se trouve par terre, on le frappe avec la machette et tout ça. Mais des hommes civilisés ne se comportent pas comme ça. Maintenant, quant au chef, il n'y a plus rien à dire. Moi, je crois que si la communauté internationale existe, elle-même doit nous aider à trouver, n'est-ce pas, ces gens qui ont fusillé ces chefs. Et nous aider également à trouver tous ceux qui ont tué. Tous ceux qui ont tué. Nous avons parlé de Samuel Ouazizi ici. On l'a pris en son lieu de service, il a disparu. Et puis on nous a dit qu'il était mort. Et il est mort, jusqu'à présent, on dit qu'on est en train de faire des enquêtes. On nous dirait, M. Nellet, voulez-vous qu'on continue à vivre dans ce genre d'environnement? Non, cessez de tuer les gens. Les gens ne sont pas c'est pas des poulets, c'est pas des lapins qu'on tue. Mais il faut que ça s'arrête de tous les côtés. Et que les ambazoniens, eux aussi, comprennent que s'ils veulent créer leur ambazonie, mais ce n'est pas en tuant les gens et de manière aussi. Mais quand vous faites ça, c'est la cruauté, c'est cruel. Je crois que même Jésus n'a pas été tué comme ça. Donc, moi, je crois que ce qui s'est passé est grave. Mais de grâce, nous ne pouvons pas nous mettre à critiquer des gens pendant que nous aussi, on pose pratiquement les mêmes actes. Redevenons des hommes civilisés et puis asseyons autour de la table, parlons entre nous. Parce que quand je vois, moi je vous dis que c'était en prison, quand je vois ceux qui sont en prison, c'est des gens qui ont été arrêtés pour rien, c'est des otages. On ne doit pas faire ça dans un pays. C'est pas parce que les gens ont le pouvoir et qu'ils ne peuvent pas gouverner le pays et qu'ils sont au crépuscule, n'est-ce pas, de leur temps, qu'ils vont croire qu'ils vont, n'est-ce pas, fourvoyer tout le monde et puis vous n'allez pas finir le pays. Même les 1 million de morts qui sont morts pendant l'indépendance, ils sont morts, mais on vit encore. Donc vous n'allez rien faire sur le Cameroun. Donc ceux qui sont en train de poser cette acte, que ce soit les ambassadeurs, que ce soit des gens qui ont le pouvoir, qui nous laissent tranquilles et qui s'arrangent entre eux pour se mettre assis autour d'une table. J'ai appris que le pape a envoyé quelqu'un dans notre pays qui est arrivé ici. Je suis étonné de constater qu'après son départ, il y a des affaires de cette nature. J'avais d'ailleurs dit que si le pape, le Saint-Siège doit intervenir dans cette crise, je n'étais pas du tout d'accord parce qu'il fallait qu'il nous donne d'abord, n'est-ce pas, le bilan de ce que Monseigneur Dogmon a fait avec Wandé, parce que justement c'était une affaire plus ou moins semblable et on pensait que il jouait les intermédiaires et après on a fusillé quelqu'un au poteau. Donc
Il faut que l'Église catholique nous dise qu'est-ce qui s'est passé en 71 avant de venir se mêler dans nos affaires. Il faut qu'on cherche, n'est-ce pas, des intermédiaires qui vont être des gens sérieux et des gens neutres. Merci. Joseph René Moutouzé, vous, est-ce que vous comprenez pourquoi les chefs, depuis le déclenchement de cette crise, les chefs traditionnels constituent une cible, on va même dire privilégiée, hein? Ça fait une dizaine déjà, pour ce qu'on fait le décompte. Serge Madin, lorsque j'ai... Assassiné, exécuté même. Lorsque je viens d'écouter M. Kougné. Oui, Kougné. M. Kougné. Manuel Kougné. Je suis interloqué, je suis désabusé. Parce qu'il commence par dénoncer les forces de défense qui ont torturé un compatriote. Mais de façon vicieuse, il mentionne en parlant une certaine langue. Vous voyez, c'est des choses, des déclarations qui sont très dangereuses. Parce que c'est ce genre de déclarations-là qui ne peuvent pas faire prospérer la paix au Cameroun. Vous savez, moi, j'ai grandi dans le Cameroun entier. Hein. J'ai été au nord, j'ai été au centre, à l'ouest et partout. Je peux dire, vraiment, je suis obligé d'être grossier. Si je dis maintenant, Yumami Pima, ça c'est des expressions que des gens disent dans n'importe quel parti, ça veut dire, forcément, ça me ramène à une tribu. Si je dis Koutada Adama, non, on ne va pas aller jusqu'à là. Les téléspectateurs nous écoutent. Les mots qu'on écoutait. Oui. Dans la tendre enfance et que les gens avançaient, ça veut dire que ça me fait référence que je suis d'une région spécifique. Il ne faut pas laisser prospérer ce genre de choses. C'est vous qui le dites, je ne l'ai pas et dit. Puis, quels sont ces gens qui torturent, ils prennent plaisir à filmer et à poster et à parler même une langue? Est-ce que finalement même ce n'est pas une forme d'instrumentalisation, toutes ces choses-là? Moi, j'ai vraiment hâte qu'une enquête soit menée. Peut-être que pour qu'on ne stigmatise pas davantage une région qui est déjà suffisamment stigmatisée, qu'on nous donne les vraies identités de ces personnes. Et qu'on voit enfin si c'est dans le cadre où que M. Kenya veut conduire les choses aujourd'hui, pour dire que ce sont les bêtis qui s'en vont tuer, torturer les gens dans le nord-ouest. Ça, c'est vicieux. Mais c'est vous qui le dites. Hein. Non, mais monsieur Koumé, c'est très vicieux ça. Il faut arrêter ça. Ce n'est pas cela qu'on appelle la liberté d'expression. Parce que vous débordez toujours et ce n'est pas bien. Maintenant, quand vous commencez là, vous voulez opposer les peuples du nord-ouest au peuple des gens qui ont parlé cette langue-là. C'est ça que vous voulez? Je ne comprends même pas celle-là. Donc moi, mais arrêtez ça. Bon, vraiment, lorsque je l'ai dit, oui, je voulais dire... Pourquoi les chefs sont oui, visés, ciblés? Oui, les chefs sont visés parce que ils sont les représentants de la population. On a eu un débat ici où on a semblé me dire que les chefs dans cette région-là sont sacrés. Si les chefs sont véritablement sacrés dans la région et qu'on les tue de cette façon barbare, c'est pour dire qu'ici, là, nous sommes dans un état de non-droit. Il n'y a plus de droit ici. Donc, ils s'attaquent au cœur de la cible. Parce que les chefs sont sacrés, ils constituent dans le cœur de la cible. Voilà. Parce que lorsqu'on a tué le chef, qui est donc supposé être le défenseur de la communauté, ça veut dire que c'est toute la communauté qui doit se mettre dans la débandade. C'est extrêmement grave. Et je voudrais encore bifurquer rapidement sur l'acte que nous tous nous condamnons, où on a torturé un compatriote en civil. Ah oui. C'est un acte très abominable qui doit être condamné avec la dernière énergie. Mais je voudrais tout de même dire aux gens qui jettent notre main en pâture aujourd'hui que on a vu plusieurs fois
et des reportages et des images où des gens font la justice populaire sur des voleurs. C'est-à-dire que les gens qui crient à la torture aujourd'hui, quand ils arrêtent les gens au quartier, et même ils les torturent, ils les brûlent. Et pourquoi ils le font? Parce qu'ils estiment qu'ils ont été abusés par ces voleurs. Alors quand on accable le voleur, il faut le torturer, il faut le brûler. Les gens le font. Alors, ça peut être le même état d'esprit de ces forces de défense qui sont tués, torturés. Et lorsqu'ils se disent qu'ils tiennent aussi quelqu'un qui a causé la mort à leurs collègues et tout ça, ils peuvent aussi être tentés de faire comme les gens qui brûlent les gens au quartier là, les voleurs, par ce qu'on appelle la justice populaire. Donc c'est un sentiment humain qui n'a absolument rien à voir avec l'armée camerounaise. C'est vrai que ce sont des forces de défense, mais ils sont d'abord des humains, c'est des gens avec lesquels nous partageons le même voisinage. Est-ce qu'il y a un endroit au Cameroun où les militaires vivent et un endroit où le reste des civils vivent? Ces civils sont nos frères, sont nos voisins. Voilà. Donc ils peuvent aussi avoir des sentiments humains. Alors lorsque celui-là a posé un acte répréhensible, il faut que la justice s'en charge. Et ce n'est pas une raison pour qu'on s'en prenne à l'armée du Cameroun. Moi je pense que le ministre Atanganji, qui est un ministre dont le Cameroun a besoin pour le moment, était dans son rôle en demandant au chef de rentrer. Parce que les enfants qui tuent, ce sont les enfants des villages de ces chefs-là. Le dialogue que les gens demandent peut aussi commencer au niveau local. Est-ce que le dialogue est forcément un dialogue national? On espère que des chefs, s'ils sont aimés et respectés par les populations de leur localité, peuvent être des sources de dialogue, peuvent convoquer les jeunes, leur parler, et ces jeunes peuvent aller convaincre ceux qui sont en brousse, et ainsi de suite. Donc moi je pense que on ne peut pas laisser les chefs en débandade dans la République. Mais maintenant, s'attaquer à leur vie, c'est un problème. C'est un véritable problème. Ok. Comme il allait justement, les chefs sont rentrés, mais on constate qu'ils sont... On parle déjà d'une 6 depuis ce discours, ils sont attaqués. Est-ce que vous pensez qu'il n'est pas temps de faire quelque chose par rapport à leur protection, comme l'indique la thématique ce soir? Est-ce qu'il n'est pas... Vous-même vous avez dit, ils ont été pris chez eux, ont été extirpés de leur domicile, conduits à la place publique et exécutés. Il faut d'abord commencer par comprendre le contexte de ces villages du sud-ouest et du nord-ouest qui sont désertés par les populations aujourd'hui. Oui. Les populations fuient parce qu'il y a des gens qui ont pris les armes et qui les tuent. Il y a des gens qui ont pris les armes et qui les rackettent, qui imposent leurs lois, qui mettent toute leur région sous coupe réglée. Ils ne peuvent pas rester. Donc, ces populations ne peuvent pas partir maintenant. C'est le chef, qui est le chef de la communauté, qui donne l'exemple en disant que revenez au village, je suis là, moi-même votre chef, je suis là. Alors quand vous demandez aux gens de revenir au village, et quand vous avez face à vous, pas des gens qui ont une revendication tangible, mais des gens qui tuent pour tuer, qui disent que nous tuons pour créer notre pays. Alors ça veut dire, quel est le message qui doit passer dans la tête de ces communautés? Ça veut dire que si demain ou après-demain, ce pays leur revient, qu'est-ce qui va se passer? Toute personne qui ne sera pas d'accord avec eux sera irrémédiablement et barbairement exécuté. Où est-ce qu'on a vu ça? Quelles assurances ces bandes sont-elles en train de donner à ces populations au milieu desquelles ils vivent? Parce que l'autre vérité est que pendant que ces gens sont au village, les bandes criminelles, les membres de ces bandes criminelles habitent dans ces villages et terrorisent ces personnes et empêchent ces personnes de les dénoncer. Alors qu'est-ce qui se passe? Dès que les militaires passent, ils continuent à faire leur loi. On est là-bas dans une zone de non-droit. C'est pour cela que si le chef arrive et qu'il commence à donner, à pousser les gens à prendre conscience que c'est votre village, c'est votre terre, n'acceptez pas qu'on vous impose quoi que ce soit. Moi, je pense que le chef est dans son rôle. Maintenant, on ne peut pas dire que ces villages ne sont pas l'armée
où les forces de défense ne sont pas là. Parce que s'il n'y avait pas l'armée et les forces de défense dans ces régions-là, je ne sais pas dans quelle situation nous nous trouverions. Et c'est pour cela que, depuis toujours, cette affirmation de certains hommes politiques naïfs qui disaient que non, écoutez, que les militaires rentrent dans les casernes et que et déposent les armes, et après les citoyens vont déposer les armes. Vous avez déjà vu ça où? Vous avez vu l'armée déposer les armes face à des gens qui ont pris des armes, des gens qui ne représentent qui n'ont aucune légitimité, commencer à tirer et sur les militaires et sur les populations et tout brûler, et ensuite vous rentrez dans les casernes, c'est une démission. Donc, si ces militaires n'étaient pas là pour assurer au moins l'existence et l'état debout de l'État, on serait dans quelle situation? On serait comme en Centrafrique. Vous savez, vous revenez de Centrafrique, Sergent Auto, et vous avez vu que les bandes armées tiennent les 3 quarts du pays. Du territoire. 3 quarts du territoire. Ça veut dire que ce sont ces bandes qui font la loi. Le pays ne se résout qu'autour de la capitale. Alors vous voulez que le Cameroun soit dans cette situation au nom de quoi? Et pourtant, vous savez très bien que ces bandes armées qui tiennent les 3 quarts du pays ont déjà participé à 18 dialogues depuis plus de 7 ans. Mais aucun de ces dialogues n'a abouti. Donc moi, ce que je suis en train de dire, et qu'il faut que les Camerounais comprennent, les Camerounais doivent comprendre que la vérité aujourd'hui, avec ce qui se passe sur le terrain, le Cameroun a affaire à des hordes barbares qui non seulement ne justifient même pas leurs actes meurtriers, terroristes, criminels. Ils viennent, ils tuent pour tuer, et ils tuent pour terroriser, et ils tuent pour tétaniser les populations. Et vous savez très bien que quand on veut revenir, faire une sorte de rétrospective, mon excellent voisin Kougny nous a ramené aujourd'hui à la période du maquis de 1970. Alors, quand il se Dogmo, moi j'ai toujours dit qu'il faudrait que les historiens s'assoient un jour pour nous dire quel est le véritable rôle que Monseigneur Dogmo, évêque de Nkonsamba, a joué avec les maquisards. Parce qu'il a été démontré, il a avoué lui-même qu'il était leur contact avec l'extérieur, il véhiculait de l'argent et des armes et tout. Mais seulement, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Monseigneur Dogmo est-il allé chercher Wandier à Bafang et le laisser à Mélong? Et lui est parti à Rome, et Wandier a marché de Mélong jusqu'à Banga à pied. Mais ça, c'est une autre histoire qu'il faudrait que les historiens doivent chercher à comprendre. Et pendant cette période-là, vous savez très bien qu'il y avait des hordes de nationalistes, entre guillemets, qui tuaient les chefs des villages. Vous savez combien de chefs de villages de l'Ouest ont été tués? Tout simplement parce que ces nationalistes, entre guillemets, estimaient que ces chefs étaient des traîtres. Ces chefs-là ne participaient pas à leur cause. Et leur cause, qui disait la libération du Cameroun. Moi, je pense que à quelques... c'est-à-dire qu'on voit bien que cette situation n'est pas loin de l'autre. Nous sommes aujourd'hui face à des gens qui estiment qu'ils ont une cause, ils doivent libérer un territoire, et toutes les personnes qui ne sont pas avec eux sont des traîtres. Ils doivent les tuer. Alors, on est donc dans quel état? Nous sommes dans une situation de barbarie, telle que l'État ne peut pas estimer que les gens qui sont face à nous, nous devons discuter avec eux. Vous discutez avec quelqu'un qui ne dit même pas pourquoi tu es des villageois. Il vient, il tue, il s'en va, il disparaît. Donc moi, je pense que nous devons, les hommes politiques doivent prendre conscience de la réalité et arrêter de crétiniser les populations en déroulant un discours sirupeux. En réalité, qui n'est pas là pour démontrer la gravité de la situation du Cameroun aujourd'hui. Le Cameroun n'est plus très loin, du moins certaines parties du Cameroun, pas le Cameroun. Le Cameroun n'est plus très loin de certaines parties, n'est pas très loin de ce qui s'est passé en Centrafrique avec les anti-Balaka qui massacraient les gens avec des machettes. Ce qui se passe dans le sud n'est pas très loin de ce qui se passait au Rwanda, où les gens tuaient pour tuer. Donc moi je pense que nous devons arrêter de regarder les choses derrière notre petit doigt. Et nous devons nous dire que qu'est-ce qui se passe, mais que peut-on faire? Et qu'on arrête de dire que l'État doit faire quoi? L'État c'est qui? L'État c'est nous, l'État c'est les chefs, l'État c'est les populations. Ces populations qui ont le devoir de dénoncer ces criminels qui vivent parmi elles, qui les torturent quand les militaires sont partis et qui continuent à les supporter parce qu'ils sont sous le régime d'une sorte de terreur, telle qu'ils se disent que quand des villageois voient comment on a exécuté leur chef, ils n'ont plus de chef. Ils vont faire même comment pour avoir un autre chef. Les gens ne se posent pas ce genre de questions. Nous sommes dans une situation extrêmement grave. Oui. Et cette gravité doit interpeller les hommes politiques. Les hommes politiques qui doivent laisser les discours sophistes
pour dire que, mais au fait, que faisons-nous? Plutôt que de tout ramener à l'État, le gouvernement, l'État, le régime dictatorial, le régime ceci. Mais non, nous sommes face à des criminels qui ivres de sang. Et moi, je pense que nous devons non seulement tous... Mais comme il est le politique, hein, il a encore dit, Emmanuel Kounié sur ce plateau, que le dialogue, il n'y a que le dialogue. Le dialogue. Mais, en Centrafrique, il y a 18 dialogues depuis le temps. En Centrafrique, pourtant, on occupe les 3 quarts du pays. Et ce qui se passe là-bas n'est pas différent de ce qui se passe en Centrafrique. Ce qui se passe là-bas n'est pas différent de ce qui se passe au Rwanda. N'est pas ce qui se passe au Mali. Et vous pensez que le dialogue, oui, mais l'État a montré sa bonne volonté en créant les DDR. Moi, j'ai entendu Kounié aujourd'hui persifler sur les DDR. Mais les DDR sont quand même une action proposée par le gouvernement qui a déjà vu plus de 200 jeunes sortis du maquis reconnaître que, dis donc, moi, on m'avait induit en erreur, je veux apprendre à faire quelque chose. Moi, je pense que c'est un acquis important et c'est quelque chose à féliciter plutôt que de persifler sur ça. Il a parlé de la commission du bilinguisme. Mais la commission du bilinguisme, vous voyez très bien que cette commission du bilinguisme, le travail qu'elle fait, non seulement en profondeur, pour faire comprendre aux gens que ce n'est pas une question de ségrégation ou bien d'ostracisme. Ouais. Vous devez comprendre qu'il y a ceci, il y a cela, mais que les gens doivent comprendre qu'ils sont un et dans le même pays. C'est cette manière de persifler sur la moindre initiative du gouvernement qui tend plutôt à ramener les gens, à leur faire prendre conscience de la réalité. Parce qu'on est en train d'agiter négociation, dialogue. Vous dialoguez avec... Il y a des gens qui sont aux États-Unis. Vous allez dire que toutes ces personnes qui sont les sponsors de ces criminels qui sont tapés aux États-Unis et en Europe, si ces personnes-là étaient vraiment sensibles, ou ces personnes ne prenaient pas, ne sponsorisaient pas ce qui se passe, vous auriez entendu certains dire que mais non, ça c'est pas notre combat, c'est pas ce que nous voulons. Okay. Mais ces personnes se taisent. Et c'est pour ça qu'on dit que la situation du Cameroun doit interpeller les hommes politiques honnêtes, qui doivent honnêtement dire la vérité et se dire que nous avons autre chose qu'à faire qu'à tout le temps pleurnicher au dialogue. Emmanuel Kounié. Moi, je suis un peu embêté quand j'écoute M. Nellet nous parler des choses du genre le DDR a déjà réuni 200 ou je ne sais pas combien de personnes. Mais M. Nellet, je me fais violence parce que je n'aurais pas dû le dire. Vous savez combien, pendant que on récupère les gens des Amba Boys, combien de militaires font la désertion dans l'armée? Donnez-nous le chiffre. Bon, non, je vous donne. Donnez-nous le chiffre. Ne balancez pas. Allez chercher. Donnez des chiffres. Je vais vous dire. Mais c'est facile de le dire. Oui, je vais vous dire, c'est pas mon rôle. Si. Mais je sais que Jeune Afrique a pu bien chiffrer. Vous le connaissez. Et puis, je voudrais vous dire, il faut arrêter de faire. On ne va pas résoudre ce problème avec les jérémiades. Il ne s'agit pas de pleurnicher, de dire ceci. Il s'agit de trouver des solutions à un problème, cher monsieur. Il ne s'agit pas de pleurnicher. Parce que si nous venons autour de ce plateau, sur ce plateau, pour pleurnicher, nous allons pleurnicher, nous allons rentrer chez nous. Comme on pleurniche depuis 4 ans, et la situation sera la même. Qu'est-ce qu'on fait? Vous dites que le dialogue n'est pas la solution. Il y a des gens aux États-Unis, d'accord. Ces gens sont introuvables. On ne peut pas déléguer des gens pour aller les rencontrer là-bas et parler avec eux. Pourquoi est-ce que, si c'est eux qui nous mettent dans cette situation, d'où vient-il qu'on a voté des gens, enfin, entre guillemets, des gens se disent qu'on les a votés, et on les a votés, par tous les, enfin, quel que soit le moyen, ils sont au pouvoir. Quel que soit le moyen, même si c'était un coup d'État électoral, ils sont au pouvoir. Maintenant qu'ils sont au pouvoir, ils ont la responsabilité de résoudre un problème. Alors si ces gens, comme vous le dites, on les connaît, sont aux États-Unis, mais qu'ils envoient les gens les rencontrer aux États-Unis et qu'ils discutent avec eux. Mais il ne peut pas rester ici et dire que non, il ne faut pas qu'ils continuent à financer. Et puis pendant que vous le dites, vous faites quoi donc? Le ministre de l'administration territoriale demande aux populations, aux chefs traditionnels de rentrer. Très bien. Les chefs traditionnels sont obéissants, ils rentrent. On dit, bon, la situation, ça arrange déjà, on pense que ça va aller. Très bien. Mais ils sont là, on tue un, on ne dit rien, on tue deux, on tue trois. Aujourd'hui, nous sommes à un nombre inquiétant. Est-ce que les autres chefs vont continuer à rester ou bien ils vont pas repartir? Quelle est la solution à ces gens-là? Et puis, vous ne pouvez pas dire que vous êtes en train d'assurer la sécurité des gens quand votre propre sécurité n'est pas assurée. Soyons quand même réalistes. Donc, si ceux qui nous gouvernent constatent que le pays est hors de portée pour eux, mais qu'ils dégagent, qu'ils disent aux Camerounais, nous n'en pouvons plus et qu'ils s'en aillent. Il n'y a pas une seule personne qui peut gouverner le Cameroun parmi 30 millions de personnes. Pourquoi vous pensez qu'une seule personne peut gouverner le Cameroun? Donc, si ils sont dépassés par les événements, la réaction la plus juste, la plus honnête, c'est qu'ils nous disent que nous n'en pouvons plus. Que de venir, n'est-ce pas, faire des lamentations et des calculs de probabilité, si on fait ci, si on fait ça. Ce n'est pas la probabilité. Il s'agit de dire des choses claires et s'appuyer sur tout doit être factuel. Parce que les faits sont têtus, les faits sont là. Et nous n'acceptons pas que ça se passe ainsi. On a dit tout à l'heure que ce sont les enfants, M. Moutouzé a dit que ce sont les enfants de ce village. Et si les chefs sont aimés, alors des choses comme ça ne peuvent pas arriver. Mais l'ennui, c'est que
Nous voyons tout le contraire. Est-ce que les chefs sont aimés? On ne peut pas répondre. Est-ce que ce sont les enfants du village? Peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est que ce sont des gens, tous sont des gens là-bas. Et vous ne pouvez pas dire que chez nous c'est mieux, parce que quand on regarde le nombre de réfugiés, et le nombre de déplacés, c'est énorme, cher monsieur. On ne peut plus continuer. Moi, je pense que ce régime est en train de penser que la crise anglophone va s'arrêter avec eux. Moi, je crois que c'est ce qu'ils ont en tête. Parce qu'en réalité, rien n'est traçable. Ils ne nous montrent pas la direction vers laquelle on va aller pour résoudre ce problème. On se serait attendu. Quand ils ont dit le grand dialogue, ils ont invité les gens, ils ont invité les gens qui avaient des mandats d'arrêt sur eux, etc. On a dit, ok, c'est une bonne chose, allez-y. Ils ont fait le grand dialogue, ils ont dit qu'ils avaient des résolutions. Ils ont dit qu'il y avait le statut spécial. Ils ont sorti tout un tas d'histoires et ils sont allés aux élections où ils ont dit qu'on n'a pas voté dans le Nord-Ouest, après ils ont repris les élections, n'importe quoi. Et par la suite, on a mis les conseils régionaux, etc., etc. Mais rien ne change. Mais cher monsieur, ça veut dire en clair que le processus que vous avez pris n'est pas le bon. Quand on prend une mesure et elle ne donne pas de résultats, on change de mesure. Il faut changer de méthode. Cette méthode, et vous persistez. Quand M. Atangandji dit au chef de rentrer, il dit qu'il y a la sécurité et que ça se passe comme ça. Ça veut dire qu'il s'est trompé. On ne peut pas dire autrement. Il s'est trompé. Il a donné une fausse information. Et les conséquences, c'est que les chefs ont été tués. Il devait s'assurer que ça devait se passer autrement. Puisque ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois, ce n'est pas trois fois. C'est à plusieurs reprises. Et puis, si nous ne faisons rien, Dieu nous prouve que ça ne va pas continuer. Donc il faudrait que ceux qui nous gouvernent se remuent un peu et qu'ils prennent la responsabilité qui est la leur. S'ils pensent qu'ils sont en train de gouverner le Cameroun, ils ne peuvent pas gouverner un pays qui se déchiquette dans tous les sens. Et on nous dit non, qu'est-ce que le gouvernement doit faire? L'État c'est nous. Comment vous pouvez dire que l'État c'est nous? L'État c'est nous quand des gens ont dit qu'ils ont pris le pouvoir, ils sont en train de gouverner, ils ont tout le budget de l'État entre leurs mains, ils font tout, c'est eux qui envoient les militaires, c'est eux qui décident qu'on va régler le problème par la guerre. Nous on dit que la guerre ne peut pas être la solution, ils disent non, on va aller par la guerre. Et aujourd'hui on se trouve dans cette situation, vous nous dites que non, c'est tout le monde qui est responsable. Qui a déclenché la guerre? Vous allez répondre vous-même. Mais tout le monde sait qui a déclenché la guerre. Oui, permettez. Sauf vous peut-être. Joseph René Mboutouzé. Oui, je pense qu'il faut peut-être encore bien expliquer ce qui crée la crise dans le Nozo pour que les gens ne se perdent pas. C'est qu'il y a dans ces régions un groupe de personnes qui ne veulent plus appartenir à l'État du Cameroun, la République du Cameroun. Ils veulent créer leur État qu'ils appellent l'Ambazonie. Alors, quand ils veulent créer leurs États qu'ils appellent l'Ambazonie, toute personne qui n'est pas d'accord avec eux est un ennemi, est un étranger. Ne sont leurs frères que ceux qui sont d'accord avec eux sur la partition du Cameroun. Donc, que vous soyez son frère de même mère, si vous respectez l'ordre institutionnel camerounais, vous n'êtes plus son frère, vous êtes un Camerounais. Et ils sont décidés à tuer tous les Camerounais. Et moi, ça m'étonne lorsque des Camerounais justifient le fait que des gens ils disent qui tuent tous ceux qui sont Camerounais, rien à voir avec les liens de sang. C'est-à-dire que ne sont Camerounais ceux qui ne sont pas d'accord avec la sécession. Dès que tu n'es pas d'accord avec la sécession, tu es un Camerounais et ils doivent te tuer. Je mets Kounia qui chante même les louanges de ces terroristes-là maintenant, mais qu'il aille dans une forêt là où il se trouve, ils vont le capturer, ils vont le tuer. Toi, tu as dit qu'il n'y a pas de guerre là-bas. Mais ce n'est pas ça qu'on appelle la guerre. Tu as dit qu'il n'y a pas de guerre là-bas. Ce n'est pas ça qu'on appelle la guerre. On t'a envoyé là-bas, tu ne peux pas. Ça, c'est une guérilla, ça, c'est une guérilla, monsieur. C'est une barbarie. Pardon, là-bas. Et je mets monsieur Kounia à défi. Que Kounia, Mamadou Mouta, Kamto, professeur Kamto, qu'ils aillent là-bas. Parce que ces gens-là savent qu'ils sont des Camerounais, ils vont les tuer comme ils veulent tuer tous les Camerounais. Monsieur Kougnalé là-bas, s'ils vous prennent, même si vous venez de les applaudir, de chanter leur louange, ils vont vous tuer, ils vont vous décapiter. Parce que eux, ils sont ambazoniens et vous êtes Camerounais. Et ils veulent tuer tous les Camerounais qui vivent dans la zone là. Et je vous précise bien, pour eux, même si vous êtes sortis du même banc, si vous manifestez seulement la reconnaissance actuellement à la République du Camerounais, vous êtes quelqu'un qui doit abattre. Et c'est pour ça qu'ils abattent leur chef. C'est pour ça qu'ils abattent leur mère. Ils abattent leurs frères. Ils abattent tout le monde. Ils abattent même les enfants qui vont à l'école. Quand ils sont allés abattre les enfants à Koumba, le 24 octobre, vous croyez que c'est parce que ces enfants leur devaient quelque chose ou bien les parents de ces enfants leur devaient quelque chose? C'est que ces enfants, parce qu'ils fréquentent l'école qu'ils estiment qu'actuellement, c'est le système scolaire du Cameroun,
Ils deviennent les ennemis, ils doivent les tuer. Ils veulent tuer tous les Camerounais. Donc, ce que vous faites là, en croyant que vous êtes très sentimentaliste, vous trouvez qu'on ne doit pas combattre ces gens. Il faut dialoguer. Vous allez dialoguer avec quelqu'un qui dit que vous n'êtes, qui n'est pas votre frère. Vous allez faire comment même pour dialoguer avec eux? Allez, monsieur Koumien, dites, allez là-bas et revenez. Allez les rencontrer et revenez. Si vous y arrivez, ils vont vous capturer et ils vous tueront. Je peux dire un mot? Oui, allez-y. Oui, je voudrais dire à M. Mboutouzé que ce qui se passe au Cameroun n'est pas... nous n'avons pas créé le monde. Au Congo de Zaïre, il y avait Banya Moulengue qui disait qu'il voulait la sécession. Il voulait la sécession. La bataille, c'était qu'il voulait la sécession. Et Banya Moulengue venait d'où? Il faut pas balancer les têtes. Il voulait la sécession. Est-ce que c'était des Congolais? Il voulait la sécession. Est-ce que Banya Moulengue sont des Congolais? Est-ce qu'il voulait la sécession? Non, je pose une question. Mais ceux-là sont des Mais s'ils ne sont pas Congolais, comment ils veulent la sécession? Mais s'ils sont des Congolais. Vous dites que ce sont les Ambazoniens. Mais écoutez, ne venez pas laissez-moi dérouler. Nel, lui ne veut pas que je m'explique. Parce qu'il sait qu'il n'aura pas d'argument. C'est l'heure du journal. Je vous en prie. On va revenir après le journal. Bonsoir Cédric, comme menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à vos invités. Ce soir, c'est une enquête exclusive qu'Equinox vous propose sur des scènes de torture décriées dans une brigade de gendarmerie située au lieu dit PK14 à Douala, là où un agent de sécurité âgé de 35 ans y a passé 2 jours, où il a été bastonné et molesté selon sa famille. Quelques heures après avoir été libéré, il a succombé à ses blessures. Que s'est-il réellement passé entre le jour de son arrestation et sa garde à vue? Élément de réponse dans une enquête exclusive à suivre dans le journal de 20h. Nous parlerons également de l'économie dans ce journal. Le directeur général des impôts est à Douala et il a pu faire face aux préoccupations des opérateurs et acteurs économiques essentiellement axés sur la forte pression fiscale et l'insuffisance du soutien gouvernemental pour les entreprises qui ont été affectées par la crise sanitaire et la crise anglophone. Les explications du directeur général des impôts, c'est à suivre dans le journal de 20h. Et parlant des finances, la situation est très inquiétante à l'université de Ngaoundéré où plusieurs dépenses non justifiées ont été dénoncées par l'agent financier lors du récent conseil d'administration. On parle de près de 700 millions de francs non justifiés. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Et qui va organiser les prochaines compétitions de football au Cameroun? Les 2 comités qui revendiquent la gestion du football camerounais ont tenu des réunions ce mardi pour annoncer la reprise du championnat, mais également prendre d'autres décisions qui enveniment la crise. Nous en parlerons dans quelques instants. C'est Alain. Voilà, justement, dans quelques instants, surtout après votre journal, ce sera Equinox Soir, deuxième partie, le temps du débrief, madame, monsieur. Retour sur le plateau Equinox Soir, toujours en compagnie de Camille Nélé, Emmanuel Kounier et bien évidemment Joseph-René Mboutouzé. Joseph-René Mboutouzé, une histoire banale qui risque prendre une autre tournée, on peut le dire comme ça. Oui, des attouchements qui s'achèvent dans une brigade de gendarmerie, dans un marché, PK14. Vous savez, on parle tellement de nos forces de défense que je suis un peu dérangé parce que s'il faut tout relayer, on est totalement en train d'exposer notre armée. Il faut définitivement que les gens comprennent que les hommes en tenue sont des êtres humains qui peuvent ne pas toujours être intelligents, qui peuvent parfois se tromper. Mais le risque, c'est que si tout le temps on relaie les exactions de ceux qui peuvent s'égarer, ça va finir par rentrer dans l'imagerie populaire comme si nous avions une armée qui est là pour desservir le citoyen, pour desservir la nation. C'est pour ça que
si j'avais été à la conférence de rédaction, peut-être que cet élément n'allait pas faire partie de ce journal. Oui, il y a des gens qui meurent partout au Cameroun chaque jour. Vous croyez qu'il n'y a eu que cette mort au Cameroun aujourd'hui? Il y a des bandits qui assassinent les gens partout là. Ce n'est pas seulement les hommes en tenue qui créent des morts d'hommes. Il faut aussi que des journalistes aillent investiguer. Non, vous n'allez pas faire le procès. Merci. Justement, Kaminele, face à cette situation, vous dites une histoire banale, hein? Non, c'est une histoire c'est une histoire qui a commencé de manière banale. Voilà, c'est ce que je dis, hein, ça a commencé de manière banale. Elle n'est pas banale. Elle a commencé de manière banale et elle s'est terminée malheureusement de manière tragique. Bon, je n'irai pas jusqu'à, en tant que journaliste, jusqu'à dicter la conduite à un journaliste de rendre compte, mais je dirais tout simplement que ce qui est arrivé est tout simplement, c'est révoltant, c'est vraiment malheureux, parce que quand on sait l'opiniâtreté que déploie, par exemple, le commandant de Légion, le colonel Bikele, maintenir la discipline, vous le connaissez très bien, la discipline dans les rangs, que déploie le général Tunge Elias, le commandant de Région, pour que l'image du gendarme soit quelque chose d'exemplaire, et encore que la gendarmerie est un corps d'élite, vous le savez très bien. Donc, quand on se trouve donc face à une situation si déplorable, on se demande s'il y en a qui ne le font pas exprès. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'un gendarme qui est normalement sorti d'une école, qui a au-dessus de lui une hiérarchie, qui le moralise tous les jours, mais qui va poser des actes qui vont le desservir lui-même. Ce gendarme ou ces gendarmes qui ont molesté ce citoyen, qui l'ont torturé au point que quelques jours plus tard, il en meurt, c'est terminé. Ça, c'est des gendarmes qui vont se retrouver en prison. Et aux dernières nouvelles, moi, j'ai même appris tout à l'heure que ces gendarmes ont été interpellés, sont placés en garde à vue, sont en train de subir un interrogatoire, parce que les autorités de la gendarmerie et du littoral et de la région n'accepteront pas cela. Mais Boutouzé, lui, il semble banaliser ça. Hein, il dit... Monsieur Boutouzé a certainement une réaction, il s'est senti gêné. C'est gênant, parce que quand on a ouvert le journal par l'affaire des éléments des forces de défense qui ont torturé quelqu'un, et qu'on referme le journal par une brigade de gendarmerie, on torture quelqu'un, il y a de quoi être gêné. Heureusement que vous avez bien perçu ça. Il y a de quoi être gêné, mais ce que je veux dire, c'est que ce genre d'histoire, ça traumatise. Kaminele, vous êtes journaliste, pourquoi vous êtes gêné, vous semblez... Non, moi je ne suis pas accompagner ce que dit Boutouzé. Non, écoutez, Serge Alain Autou, non seulement je ne suis pas gêné, mais vous savez très bien que ma spécialité, c'est l'enquête criminelle. Et l'enquête criminelle, j'ai même donné parfois l'impression aux gens que je suis insensible à certaines choses. Non, je suis froid. Je suis un journaliste froid et je suis un spécialiste des cas de société qui a pris l'habitude depuis plus de 40 ans de les examiner avec beaucoup de froideur. Et ce que j'ai vu, moi je dis que j'ai examiné ça avec froideur, mais ça c'est pas bien. C'est pas bien. Et moi je pense qu'il va y avoir une suite judiciaire, il va y avoir une suite disciplinaire, mais ceux ou ces gendarmes ont posé à la brigade de gendarmerie n'est pas bien et ne redore pas le blason de nos forces de défense. Manuel Gouillon. Oui, je suis surpris de constater que nous banalisons ce qu'on peut appeler mort d'homme. S'il y a 10 personnes qui sont torturées, mortes, si ça doit faire l'objet du journal, et ce n'est que ça, c'est très important de prendre ça en priorité, parce que rien ne vaut la vie. Rien ne vaut la vie. Et puis moi, je me dis que si ces gendarmes-là avaient déjà appris qu'il y a eu un cas de cette nature, où les gendarmes sont comportés de cette manière et ont été punis sévèrement, ils se seraient abstenus un tout petit peu. Moi, je crois que quand il y a des cas comme ça, il faut publier ça, il faut vulgariser ça, pour que les autres gendarmes comprennent que ce n'est pas possible, n'est-ce pas, que la société puisse accepter de tels comportements. C'est des agents du maintien de l'ordre. Ils sont là pour assurer la sécurité des hommes et des biens. Et qu'à un moment donné, ils deviennent un danger pour les hommes. C'est un problème gravissime. Je crois que pour faire tout ce que nous faisons là, il faut d'abord vivre. Et si par un mécanisme ou bien par une situation ou une autre, la vie, on peut supprimer la vie, je crois qu'il faut en parler sérieusement.
Et je crois que Equinox doit être félicité, n'est-ce pas, par ce fait de rendre saillant ce type de comportement, parce que ça va aider les autres gendarmes. Alors, les gendarmes devraient avoir une formation qui lui permette de comprendre que ce genre d'acte ne doit pas être posé. Oui, ils ont cette formation. Ne parlez pas de s'ils ont d'un sens parlez de ce cas, mais ne parlez pas de c'est un gendarme. Voilà. C'est un gendarme. S'ils ont dans cette formation. Et puis entre un gendarme qui est présumé avoir torturé une personne et des gens qui fabriquent des boissons frelatées, qui tuent des centaines de milliers de personnes, il faut regarder de quel côté toute cette semaine les enquêtes doivent aller. Je pense que c'est plus important parce que ces boissons frelatées que certains fabriquent, qui ne vont pas tuer une personne, mais qui vont donner des maladies et tuer des milliers de Camerounais, je crois que de ce côté-là, les investigations ne doivent plus aller dans ce côté-là. C'est moi qui ai la parole. Laissez un peu les gendarmes. J'ai la parole, s'il vous plaît. Nous parlons des gendarmes. Laissez les gendarmes tranquilles. Nous parlons des gendarmes parce que les gendarmes sont des officiers. Laissez les gendarmes tranquilles. C'est des représentants de l'État. Ils sont investis, n'est-ce pas, d'une responsabilité. Vous parlez des gens que nous ne savons même pas où ils se trouvent. Il faut aller les chercher. Donc, nous parlons des gendarmes parce que nous attendons mieux de ces gendarmes-là. Nous attendons à ce qu'ils puissent assurer la sécurité des hommes et des biens. Et s'il y a une faute de ce côté-là, on ne va pas comparer cette faute. C'est vous qui nous dites tout le temps ici qu'on ne doit pas comparer, on ne doit pas mettre l'armée sur le même pied avec les bandes armées, etc. Donc vous ne pouvez pas mettre les gendarmes à parler de l'armée. Vous ne pouvez pas mettre les gendarmes sur le pied avec les voyous qui sont au quartier, qui fabriquent la boisson avec autant de facilité. Ça n'a aucun rapport. Sans rapport. Il s'agit des gens qui sont censés assurer la sécurité des hommes et des biens. Voilà. Et justement, ce qu'ils développent, ils développent le contraire de ce qu'on attend d'eux. Donc, il vaut mieux qu'on en parle pour que nul n'en ignore et que pour qu'ils se ressaisissent. Continuez de parler. Sens. Quand vous serez au pouvoir au MRC, vous allez Emmanuel Kounié, avant le journal, on vous a interrompu. On va terminer avec avant sur comment arrêter la saignée. Grande question. Oui, j'étais en train de dire que s'agissant de ce qui se passe au nord et au sud-ouest, il faut faire très attention parce que les gens disent toujours c'est des gens qui veulent couper le pays en deux, ils ne veulent rien entendre, mais ce n'est pas des fous, c'est des hommes normaux. Parfois même... Vous parlez des Banyamulenge. Je parle des Banyamulenge parce que les Banyamulenge, eux, ils parlaient de la sécession, la division du Zaïre. Mais... Quand l'armée, quand Kabila est venu avec son armée et puis on s'est rendu compte qu'il pouvait aller jusqu'à Kinshasa, il est allé et quand le régime de M. Mobutu est tombé, on n'a plus jamais entendu parler de ça. Cette affaire s'est arrêtée. Donc moi je crois que c'est le régime de Yaoundé qui est le problème. Il faudrait que le régime de Yaoundé trouve la solution à ce problème. Et s'il ne peut pas trouver la solution, qu'ils retiennent que notre pays ne se divisera pas. Eux, ils partiront avec leur histoire de sécession qu'ils ont bricolée avec les bandes armées du nord et du sud-ouest. Voilà, Camille Nélé, comment arrêter donc cette saignée chez les chefs? Il est difficile. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il est difficile de donner une réponse froide quand on vient d'entendre ce que mon très cher ami Kounié qui confond le point de vue qu'il doit donner à un meeting politique. Moi, je pense qu'il faut rester froid, il faut savoir raison garder. Quand on va chercher un exemple qui n'a aucun sens, les Banyamulenge, ce sont des Rwandais. Qui constituaient des mercenaires rwandais et avec leur communauté qui constituait la milice qui a accompagné Kabila. Ce ne sont pas des Zaïrois. Et d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, les Banyamulenge occupent une partie importante du Zaïre. Il faut vous renseigner, mon ami Kounié. Les Banyamulenge et les Zaïrois. Mon ami Kounié. Laissez-moi parler. Et quand vous voulez, ce ne sont pas les Congolais, quand vous voulez parler de sécession, on a vu des cas de sécession en Afrique, avec par exemple le Biafra. Le Biafra, où M. Ojoko a décidé de faire une sécession. Il était même soutenu par la France et par certains pays africains. Et ça a été l'occasion de l'une des guerres les plus dures d'Afrique, avec plus de 3 millions de morts. Alors, voilà la sécession. Mais cette sécession a été... Non, quand il y aura 3 millions de morts. Non, écoutez, ne cherchez pas à justifier. Parlez du Biafra, parlez du Soudan. Mais le Soudan, pourquoi parler de Biafra? Mais vous, est-ce qu'il se passe au Soudan aujourd'hui? Après la sécession, vous regardez que le Soudan ne suit lui-même et dans la guerre jusqu'aujourd'hui. Vous souhaitez que nous devenions comme le Soudan l'a dit. Comme le Soudan dit, parce qu'ils veulent nous faire croire que dès que les gens disent ça, ils sont des fous. Non, vous allez chercher des exemples extravertis qui n'ont qu'une similitude avec le Cameroun. Et maintenant, quand vous allez les chercher, prenez au moins la précaution de vous dire, de vous mettre dans le vrai.
Ne restez pas dans le fantasmatique. Donc ce que je voulais dire, c'est que la solution aujourd'hui, il n'y a pas une solution. Il n'y a pas de baguette magique. La première chose, la première urgence, c'est de faire comme on fait dans tout pays organisé. C'est-à-dire qu'on ne négocie pas avec les assassins et les tueurs. On les éradique. Restons sur la protection des chefs. La protection, on n'apprenne pas qu'on a exécuté un autre chef. La protection des chefs, donc, vous posez une belle question. Quand le ministre de l'administration territoriale a demandé aux chefs de rentrer dans leur village, il pensait que, d'abord, en rentrant dans leur chef, ça va mobiliser les populations. Et ces populations, elles-mêmes, sont capables de protéger leur chef. Parce que ce que l'on ne dit pas, ou ce qu'on oublie, c'est qu'après l'assassinat de ces 3 chefs, les populations ont protégé un 4e chef qui avait été enlevé et ont même sorti à l'extirper des mains de ses ravisseurs. Ça, on ne fait pas ressortir cela. Donc c'est fini. Ce que je veux dire, non, ce n'est pas fini, Kouyen. Écoutez, ne restez pas dans un catastrophisme qui sert peut-être une idéologie qui est contre la construction de ce pays. Ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, Serge Alain vous posait une question. Comment assurer la protection des chefs? L'armée est là, la gendarmerie est là, les populations elles-mêmes sont là. Et les populations sont même les premières à être concernées. Alors, ces populations qui doivent savoir que les chefs, si des individus qui n'ont rien à voir avec leur village viennent tuer leur chef. Mais ça veut dire que ces gens-là ne peuvent pas leur assurer le bonheur. Et ces gens-là tueront quiconque sera contre eux. Je pense que le premier protecteur de ces chefferies, c'est la propre population. Maintenant, ces populations seront davantage soutenues maintenant par l'armée qui a compris. Parce l'armée pensait qu'avec les populations, ça pouvait conforter les populations dans la protection, dans le retour à leur propre bercail. Mais non, je pense que l'armée va prendre davantage de mesures pour assurer davantage la protection de ces chefs. Et moi, je pense que c'est le début d'une solution. Et je suis sûr d'une chose. Je suis certain que l'assassinat barbare de ces chefs va susciter une réprobation dans cette région-là qui va peut-être commencer à faire ce qu'on appelle un retour de manivelle. Pour vous, Mboutouze, comment assurer la quiétude les autres chefs, est-ce qu'ils sont dans quel état d'esprit selon vous maintenant? Ils ont peur? On peut se demander à qui le tour, c'est ça? Dans le sud-ouest? C'est légitime que lorsque certains chefs sont tués, que d'autres aient peur. Mais je pense que... Comment faire donc pour qu'il n'ait plus peur? Oui, il faut que les régions du nord-ouest et du sud-ouest s'organisent pour mettre fin à cette barbarie. Parce qu'on a vu, lorsque c'était le tour de Boko Haram dans l'extrême nord, on a vu des comités de vigilance qui ont été institués par les populations. Et lorsque ces comités de vigilance ont été institués, maintenant sur le plan de l'encadrement, l'armée les encadre. Et vous avez vu que ces comités de vigilance ont quand même contribué à ce que finalement la Mecque régulière camerounaise arrive à vaincre ces terroristes de Boko Haram qui voulaient prendre l'extrême nord en otage. Il faut véritablement que les populations s'organisent pour maintenir l'état de droit. Et l'état de droit, c'est de ne pas demander à l'armée régulière de déposer les armes, c'est de combattre tous ces brigands qui sèment la terreur dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Ok. Pour vous, Emmanuel Kounié, qu'est-ce qu'il faut faire là pour que dans une semaine, 2 semaines, je suis embêté. Quand le chef a été je viens d'attendre, monsieur dit, l'armée pensait que, le ministre pensait que on ne peut pas gouverner un pays en pensant que ça, c'est encore des probabilités, des conjectures. Moi, je crois que quand on gouverne un pays et quand il y a une situation aussi grave, on réfléchit, on trouve des solutions. Quand on dit qu'on pensait que ça dit, on a dit au chef de rentrer, mais on n'a pas imaginé que ce qui est arrivé pouvait arriver. Ça veut dire qu'on n'a pas anticipé sur les éléments, on n'a pas étudié le terrain pour savoir exactement ce qui s'est passé. Donc moi, je crois que... Non, le ministre dit que la situation n'est pas celle qu'elle était il y a 3 ou 2 ans. Elle se normalise petit à petit. Mais il croyait. Mais est-ce qu'elle se normalise ou pas? Si elle se normalise, on ne tuerait pas le chef de cette manière. Moi, je pense qu'elle ne s'est pas normalisée. Je crois que la situation va s'aggravant. Ça, il faut il faut qu'on le dise. Et puis, il faut dire également que, oui, dire que les populations doivent s'organiser, c'est possible. Mais il ne faut pas confondre ce qui se passe à l'extrême nord avec ce qui se passe au nord et au sud-ouest. À l'extrême nord, c'est des étrangers qui entrent dans notre pays pour faire des exactions. Ici,
c'est des gens de la localité. Comment vous savez que c'était les étrangers? Est-ce que les Boko Haram ne pouvaient pas recruter les Camerounais? Mais ce qui est vrai, c'est que nous savons que c'est une secte qui vient du Nigeria. Ça, au moins, on le sait. Et puis, vous dites que qu'on peut organiser les populations, mais vous apportez encore une critique. Au lieu de dire comment cela peut être possible. Non, je dis que pour ce qui est du nord et sud-ouest, la solution ne sera pas d'organiser les populations. Essayez de nous dire comment les populations du sud-ouest peuvent s'organiser. Non, ce n'est pas les populations qui doivent s'organiser. Le pouvoir doit pouvoir discuter avec les commanditaires. Parce que vous allez organiser quoi quand on est en train de leur envoyer de l'argent, des armes et tout ça? Il faut qui leur envoie l'argent, les armes? Il y a des commanditaires, quelque part. Ils sont d'où? Mais on les connaît. Il y a certains de vos militants qui ont participé à ce genre de réunions à l'extérieur. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous dites, si vous avez pleurniché, vous êtes incapable de faire votre travail, vous cherchez les boucs émissaires. On les a vus. C'est votre problème. Vous êtes incapable de gouverner. On les a vus en Allemagne. Cher monsieur déposé, vous ne pouvez plus gouverner le Cameroun. C'est vous qui tout ce qu'on doit vous dire. En passant dans des réunions où on achète les armes pour vous n'avez plus la capacité de gouverner le Cameroun. Merci. Ça vous dépasse. Il faut laisser tomber. Kaminele, vous vouliez réagir sur... Vous avez pris l'argent des Camerounais. Vous avez détourné. Joseph René Mboutouzé. Parlez-nous un peu de suivi. Joseph René, vous avez avalé tout ça. Kaminele, vous voulez parler du vaccin. On voit nos voisins, le Gabon qui s'active. Et on a vu le président Théodore Obiang Bazogo qui est déjà... Attends, se faire vacciner. Mais on devrait se pose la question. On devrait d'abord chercher à savoir. Non, nous devrions d'abord chercher à savoir si c'est le vrai vaccin comment? Si c'est le vaccin qu'on lui a inoculé. Mais je vais vous dire une chose. Oui. Je vais peut-être gêner beaucoup de gens. Mais moi, je suis en train de dire que ce qui se passe avec ce vaccin, et ce vaccin qui va se démultiplier. Parce qu'on a parlé de vaccins contre le Covid. Maintenant, on dit que non. Pendant qu'on est en train de vacciner les gens contre le Covid, on dit que non. Il y a une variante de l'Afrique du Sud. On va aussi vacciner les gens avec la variante. Et ensuite, non, il y a une variante anglaise. Et maintenant, on dit bien, il y a une variante béninoise ou je sais pas. Alors, on va se retrouver avec 7 variantes. Donc, on va vacciner les gens 7 fois. Mais ça devient ridicule, cette affaire-là. Et moi, je pense que les scientifiques africains, pas les scientifiques occidentaux qui gèrent, qui régentent l'industrie pharmaceutique mondiale. Les scientifiques africains devraient se réunir et démontrer que cette maladie... Ils sont passés par l'école occidentale. Ils sont passés par l'école occidentale, mais vous avez vu très bien que ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, curieusement, les Noirs... On a démenti... la fameuse aide que l'on demandait de dispenser à l'Afrique au début. Parce que quand ça a commencé à tuer les gens aux États-Unis, non, nous devons sauver l'Afrique. Mais l'Afrique n'était même pas protégée. L'Afrique a déjoué tous les pronostics. D'ailleurs, la preuve est là. Parce que si le Covid était ce qui... Et maintenant, quand on regarde même le nombre de contaminés, le nombre de guéris et le nombre de morts, on verra que le taux de létalité de ce Covid est minime, infime. Merci. Il est 1 ou 2%. Donc, moi, je pense que il faut que les scientifiques africains aient le courage de parler et maintenant de dire la vérité en face à ceux qui rejoignent l'industrie pharmaceutique mondiale que votre histoire de Covid, là, c'est bon pour vous. Par rapport au vaccin, moi, je pense qu'on a grandi avec les vaccins. On nous a vaccinés depuis que nous sommes enfants. Oui. Moi, je suis un scientiste. Je crois à la toute-puissance de la science. Le jour où il y aura le vaccin contre le Covid, moi, je me ferai vacciner. Il n'y en a pas encore? Le jour que ça sera disponible au Cameroun, moi, je me ferai vacciner. Il y a Sputnik V, il y a Moderna. Je me ferai vacciner. Il y a AstraZeneca et... Donc vous aurez plusieurs vaccins, Boutouzi. Non, je vais me faire vacciner. Mais vous allez faire et les variantes. Qu'est-ce que vous allez faire des variantes? Vous imaginez combien de fois j'ai été vacciné depuis que je suis bébé? Pourquoi ces vaccins-là, vous y croyez à l'époque, mais maintenant, pour le Covid? Non, merci. Pour une raison simple, on nous a appris que le vaccin, laissez-moi terminer, le vaccin est préventif, il n'est pas curatif. Et maintenant, on est en train de nous faire croire qu'une maladie qui n'existe depuis 1 an, on a déjà trouvé un vaccin. Donc, on vous donne le vaccin en 9 mois. Est-ce qu'on a eu le temps d'expérimenter de constater tous les éventuels effets secondaires? Parce que c'est une histoire. Merci. Cette histoire-là, on va nous dire. Vous allez refuser de vous ouvrir au monde parce que vous avez... Merci, cher monsieur. Merci. Merci, Kaminele. Merci, Emmanuel Kounié. Voilà, madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Rendez-vous, il est pris pour demain, 19h. Bonsoir, Carrefour Madelon, Bafoussam.